Bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs et des organisatrices de m'avoir invité pour cette journée de réflexion. Et sur un thème qui est central, et on le voit aujourd'hui dans une société, la société française, mais on le voit à travers le monde, un regain de tensions, et parfois des tensions communautaires, qui dans les pires des cas créent des conflits très graves, des guerres. On l'a vu il y a quelques décennies en ex-Yougoslavie, on le voit aujourd'hui au Moyen-Orient, on le voit dans certains pays d'Afrique et dans d'autres régions du monde. Et on voit en même temps une montée de certaines formes d'intolérance et d'extrémisme en Europe, en Amérique du Nord et dans de nombreux pays à travers le monde. Et on voit donc que la question du vivre ensemble, la question de la cohésion sociale, la question de la paix, la question du dialogue interreligieux, interculturel, le dialogue des civilisations est une question centrale et qui se pose de manière globale. Aujourd'hui, on la pose notamment au niveau local. Il a été évoqué la question du contexte local à Annemasse, on parle de la question de la France, mais en même temps, quand on parle de notre contexte ici, il faut savoir que cette réflexion-là, elle est globale. Et elle a à la fois des éléments spécifiques au contexte qui peut être national, qui peut être celui d'une ville, mais qui s'inscrit dans un ensemble. Et je vais vous donner un exemple. J'avais été invité dans une université au Maroc, à Al Jadida, pour parler de ce thème-là. Le thème, c'était tolérance et vivre ensemble. Il y a quelqu'un qui m'interpelle et qui me dit « Mais pourquoi ils t'ont invité sur ce thème au Maroc ?» Parce que finalement, au Maroc, voilà, c'est un pays musulman, globalement, c'est une société monolithique. Et je lui ai répondu « Non, là, tu te trompes. » Même si, effectivement, en termes de pluralisme, c'est peut-être différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Vous avez au Maroc des Arabes, des Berbères, des Sahraouis, vous avez une minorité juive, et vous avez même au sein des musulmans de différentes tendances, vous avez des musulmans pratiquants et non pratiquants, etc. Donc la question de vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la pacification des relations humaines, elle se pose aussi là-bas, comme elle se pose partout. Et donc, le postulat de base, c'est de reconnaître que nous vivons dans une société qui est plurielle, et de reconnaître cette pluralité. Et la première question qui se pose à nos consciences, c'est quel regard on porte sur ce pluralisme. Et donc là, d'un point de vue islamique, ça a été rappelé précédemment par l'imam Abdallah, on a de nombreux versets coraniques qui font référence à cette diversité comme participant du projet divin à travers sa création. On a un verset très connu et qui est souvent rappelé qui dit « وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا » Et nous vous avons créé en peuples et en tribus différentes pour que vous vous entreconnaissiez. Donc le premier élément ici, c'est que d'un point de vue islamique, en tant que musulman, on porte un regard sur la diversité qui devrait être un regard positif. Parce que la diversité, ce n'est pas un accident de l'histoire, ce n'est pas une tare, mais c'est un élément qui participe du projet divin voulu pour l'humanité et pour le monde. Et donc ça, c'est important. La manière dont on perçoit et dont on regarde la diversité. En termes de préambule, c'est quelque chose de fondamental. Et on a un grand savant musulman, qui est d'origine tunisienne, qui s'appelle Tahr ibn Ashur, qui disait à propos de ce verset coranique, dans son commentaire, que la finalité de la diversité humaine était justement cette possibilité d'entreconnaissance. Il dit que c'était la sagesse derrière cette diversité. Et en fait, ce verset, il nous enseigne quelque chose d'important. Il nous dit que finalement, la diversité, elle peut être une source de tension. Et j'ai cité des exemples au début. Elle peut engendrer du racisme, elle peut engendrer de la haine, du conflit. Et ça dépend de la manière dont on la perçoit et de la manière dont elle est gérée. Une mauvaise gestion de la diversité peut engendrer des tensions très graves. Une bonne gestion de la diversité peut permettre un enrichissement mutuel. Et le premier élément, c'est comment je perçois autrui. Et c'est pour ça que il est important que lorsqu'on est confronté à l'altérité humaine, lorsqu'on est confronté à autrui, on doit le voir comme un frère en humanité. Au-delà de nos différences, au-delà de ce qui nous sépare, on partage cette humanité commune, cette appartenance à la grande famille humaine. Et c'est cette appartenance commune, cette perception bienveillante première, qui permettra de construire une relation
D'abord de vivre ensemble et ensuite, ce qui est mathématique, sur la question de l'agir commun. D'autres parlent de construire ensemble. Vivre ensemble, agir ensemble, construire ensemble. Parce que finalement, au-delà de la théorie, au-delà de parler simplement du fait qu'on doit vivre ensemble, parce que aujourd'hui c'est un thème aussi en vogue et à la mode, ça demande un travail. Le fait de considérer l'altérité comme mon frère en humanité, ce n'est pas un élément forcément évident. Vous savez, des anthropologues comme Lévi-Strauss et d'autres nous expliquent que face à la différence, très souvent la première réaction naturelle chez l'homme, c'est la peur, voire le rejet. Et donc ça demande un travail sur soi en premier lieu, travailler sur ses propres préjugés, travailler sur son propre regard. Et le deuxième élément, un travail dans la construction d'une relation. Et pour pouvoir construire une relation saine, ça passe d'abord par le dialogue, l'entreconnaissance et l'interaction positive. Et aujourd'hui, et ça se répand beaucoup en France, il y a énormément d'espaces de dialogue interreligieux, interculturel. Moi-même, je suis membre du comité interreligieux de la région du Grand Est, en Alsace. Et donc, c'est des choses qui sont faites et qui doivent être encouragées. C'est quelque chose de très important. Mais ce dialogue-là, pour qu'il puisse être fructueux, il y a des conditions. Moi, je vois plusieurs conditions. La première, c'est le respect mutuel. C'est-à-dire que quand je dialogue avec autrui, je ne pars pas du principe que je suis supérieur à lui, que mes convictions doivent s'imposer à lui, mais je dois entrer dans une relation d'égal à égal et de respect. Et dans l'ordre de ce respect, une des conséquences, il est fondamental de développer ce que j'appelle le décentrage convictionnel. Décentrage convictionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion assez proche de ce qui avait été développé par Louis Massignon, l'islamologue Louis Massignon, qui parlait de l'badaliya. Pour ceux qui connaissent la langue arabe, c'était une notion qui se rapproche de la question du décentrage, où il disait en fait, il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre. C'est une forme d'empathie pratique. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Louis Massignon, c'est que c'était un islamologue qui a consacré sa vie à l'étude de l'islam et à l'érudition sur la question de la pensée musulmane. Et c'était quelqu'un qui est revenu à sa foi chrétienne, catholique, lorsqu'il a vécu en Irak parmi les musulmans. C'est-à-dire que c'est sa relation à l'altérité qui lui a permis de revenir à sa propre foi, qui, du fait d'un vécu premier en France, l'avait éloigné de ses racines chrétiennes. Et ça, c'est intéressant. C'est que parfois, l'idée première, c'est de dire que finalement, la relation à l'altérité, elle va m'éloigner de moi-même. Elle va m'éloigner de mes convictions. Elle va engendrer une forme de perdition chez moi. Alors que si on construit une relation avec l'altérité sur des bases solides et des bases saines, au contraire, cette relation-là à autrui, elle me permettra parfois de renforcer mes propres convictions intellectuelles, philosophiques et religieuses. Et c'est ce qu'on voit. Par exemple, si on prend le cas de la civilisation musulmane, la civilisation musulmane, elle a été à son apogée lorsque, en son sein, il y a eu des possibilités, des espaces de débat, de dialogue, d'entreconnaissance et de vie commune entre des chrétiens, des juifs, des musulmans et des gens de différents horizons philosophiques et religieux. Et donc ça, c'est important, la perception qu'on peut avoir de cet élément-là. Et donc sur la question du décentrage, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que moi, quand je viens échanger avec un chrétien, ou quand un chrétien vient échanger avec moi en tant que musulman, je ne dois pas simplement juger ses convictions à partir du prisme de mes convictions, mais je dois essayer de me décentrer de mes propres convictions pour rentrer dans son univers de référence à lui et comprendre ses convictions à partir de ses propres codes qui lui sont propres. Vous me suivez ? Merci. Il y avait même un applaudissement. Et en suivant ce cheminement, ça ne veut pas dire que je suis dans la négation de moi-même. Non, je ne nie pas mes convictions. Je ne rejette en rien et je ne renie en rien ce en quoi je crois et ce en quoi j'adhère. Non. Mais je fais cet effort d'empathie intellectuelle pour aller vers l'autre et essayer de le comprendre. Et j'exigerai de lui qu'il en fasse de même à mon égard. Et cela ne signifie pas en aucun cas, et ça pour moi ça c'est une dérive de la question du dialogue interreligieux ou du vivre ensemble, ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est finalement dire que
la relation à l'altérité doit mener à une forme de dilution de soi dans la relation à l'autre. Non, il faut s'ouvrir à l'autre tout en restant fidèle à soi. Il faut savoir être ouvert sur le monde sans être dans la négation de soi. Et il faut trouver cet équilibre, ce juste milieu, pour permettre justement un mieux vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et on trouve des exemples dans la tradition musulmane. Je vous ai cité l'exemple de Louis Massignon. Il y a une histoire que m'avait racontée un de mes professeurs que je trouve intéressante. On a un grand savant musulman qui a vécu à l'époque de l'Andalousie musulmane, qui s'appelait Ibn Hazm, qui était en plus d'un savant musulman, un poète et de nombreux autres attributs. Et un jour, lui, il a produit des travaux en matière d'études comparatives des religions, notamment avec le christianisme. Et donc, dans le cadre de ce travail, il avait besoin d'une Bible. Et on lui a ramené une Bible qui avait été produite par un chrétien converti à l'islam, une traduction en arabe de la Bible, pardon. Et lui, il a dit non, moi je veux une Bible produite par des chrétiens, qui a été traduite en arabe par des chrétiens eux-mêmes, parce que cette personne-là, comme il était chrétien et il est devenu musulman, il se peut que même inconsciemment, il ait une forme de regard négatif sur son ancienne religion, et cela a pu avoir une influence sur sa traduction du texte. Et donc moi, ce que je veux, c'est me plonger directement dans une source authentique produite par les chrétiennes pour comprendre leur univers de référence. Et ça, je pense, c'est quelque chose de fondamental dans l'ordre des relations interreligieuses et interconfessionnelles. L'autre élément, c'est que il faut toujours savoir insister sur ce qu'il y a de commun. Ce qui rapproche plutôt que ce qui divise. Ce qui nous réunit plutôt que ce qui va créer de la tension ou de la polémique. On a un verset du Coran qui nous dit « Ya ahl al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum » Ô gens du livre, donc chrétiens et juifs, venez à une parole commune entre nous et vous. Et beaucoup de commentateurs ont dit cette parole commune, ça renvoie à l'idée qu'en islam, on cherche d'abord à se concentrer sur ce qui unit avec l'autre plutôt que ce qui divise ou ce qui sépare. Se réunir autour de valeurs communes pour un agir commun. Se réunir autour d'intérêts communs pour construire la société de demain. Mais cela ne doit pas nous amener non plus à nous concentrer sur ce qu'il y a de commun au point de nier les différences et les divergences. Bien sûr, entre des gens de différentes communautés, de différentes sensibilités, de différents horizons, il y a des divergences, il y a des différences, il faut les assumer, il faut avoir la capacité d'en discuter dans le respect. Et pour ça, vous savez, il y a une chose qui est importante. Un jour, je faisais une conférence et il y a un responsable politique, il me semble qu'il était maire ou adjoint du maire de la commune, il m'a dit « Oui, mais on parle de l'islam de France, etc. Moi, j'adhère à tout ce qui concerne le vivre ensemble, mais il y a des problèmes qui se posent, parfois. Et il faut qu'on en parle quand même. » Et je lui dis « Oui, il faut qu'on en parle, mais pas n'importe comment. Et pour cela, il faut créer des espaces de confiance et de bienveillance. Quand on crée des espaces interreligieux, interculturels, interconvictionnels, où on crée des relations d'amitié, de convivialité, ben on arrivera beaucoup plus facilement à parler de nos différences et de nos divergences. On arrivera beaucoup plus facilement à parler des problèmes. Avec sérénité, même avec fermeté, mais toujours dans cette confiance mutuelle. Mais si on est dans la suspicion, si on est dans le rejet, si on est dans la stigmatisation, effectivement, dès qu'on abordera la question des divergences ou des problèmes, eh ben, ça renforcera les tensions et on entrera dans un cercle vicieux. Et donc il est fondamental de créer ces espaces de confiance, ces espaces de bienveillance et d'être capable de discuter de nos divergences. Et parfois, même quand on diverge sur une question, on peut réussir à comprendre la différence ou la divergence sans y adhérer. Et il existe effectivement, comme disait le philosophe français, qui était d'ailleurs de tradition protestante, Paul Ricoeur, il parlait de désaccords insolubles. Il disait oui, dans une société, forcément, une société plurielle parfois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui ne seront jamais d'accord. Et on sait par exemple que sur certains points, on ne sera jamais d'accord. Est-ce que ces désaccords insolubles doivent nous empêcher de vivre ensemble? Non, on peut vivre ensemble tout en assumant ces différences. Et encore une fois, ce dialogue-là et ces relations-là et ce vivre ensemble, ça ne doit pas amener les uns et les autres à nier ce qu'ils sont. Le propre du vivre ensemble, c'est justement la reconnaissance des différences. Si finalement on vit ensemble et que ce vivre ensemble nous amène à renier ce qu'on est pour faire plaisir à autrui, ben là ça ne sert plus à rien de parler de vivre ensemble. Parce que finalement, on n'est plus dans une relation à l'altérité, mais on est dans une relation de soi à soi, du fait de la transformation de soi-même.
Et donc, c'est pour ça que le vivre ensemble, c'est aussi apprendre à respecter les différences, mais en accordant toujours la priorité à ce qu'il y a de commun. Et encore une fois, cette question du vivre ensemble, elle doit nous amener à une réflexion sur l'agir ensemble et l'agir commun. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les sources musulmanes, et il y a de nombreux exemples, et je vais vous en citer juste quelques-uns. On a eu, avant l'islam, avant la révélation du message coranique, un épisode de la vie du prophète Mohammed, où ce dernier a participé à un pacte, qui s'appelle en arabe Hilf al-Fudul, qu'on traduit par le pacte des vertueux. Et ce pacte-là, en fait, c'était les notables de la Mecque, à l'époque, qui s'étaient réunis pour adopter une loi, pour adopter un code qui permet de lutter contre les injustices et de réparer les préjudices subis par des gens qui ont pu être lésés en matière commerciale ou dans d'autres domaines. Et donc, le prophète évoque ce pacte après l'islam, une fois qu'il est devenu prophète et qu'il y avait la révélation prophétique. Et effectivement, ce pacte, il a été fait par des polythéistes, par des gens qui n'étaient pas musulmans. Et le prophète a dit, si aujourd'hui on me proposait le même pacte en faveur de la justice, je le signerai, je les validerai avec l'islam. Et ça nous enseigne deux choses. Que lorsque des gens de n'importe quelle religion, de n'importe quelle confession, de n'importe quelle origine proposent une action positive, nous en tant que musulmans, on doit y adhérer, on doit travailler avec eux. On ne regarde pas la source ou l'auteur, ou la religion de l'auteur du contenu, de l'action, mais on regarde justement son contenu et ce qu'elle a de positif. Et l'autre élément, c'est que tout élément de sagesse, tout élément de justice, tout élément d'équité, tout élément qui va dans le sens du bien et de l'excellence, qu'il soit produit par un homme de n'importe quelle origine, de n'importe quelle religion, on le prend comme quelque chose qu'on s'approprie. Comme quelque chose qu'on s'approprie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous savez, récemment, il y a un mois environ, j'étais en voyage en Malaisie, et j'ai eu la chance de rencontrer l'ancien Premier ministre, le Dr Mahathir Mohamad. Et lui, vous savez, il est considéré comme le père du miracle économique malaisien. Et notamment, c'est lui qui a créé une industrie automobile nationale, la marque Proton. Vous dites pourquoi il parle de ça? C'est quoi le lien? Et il me dit, à l'époque, quand j'ai lancé l'idée de créer une industrie automobile nationale, j'avais des traditionnalistes musulmans qui me disaient, mais tu ne peux pas créer une voiture parce que la voiture, ça a été créé par les Européens. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces idées stupides qui sont complètement contraires à l'islam? Et lui-même me tient ses propos, alors que l'islam, dès l'origine, nous a toujours invités à prendre la science utile d'où qu'elle vienne et où qu'elle soit. Et il m'a dit une autre chose très importante et qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et cette phrase-là, elle m'a marqué et je la retiens. Vous savez, la Malaisie, c'est un pays majoritairement musulman, mais avec des minorités non musulmanes très importantes. Il y a environ 60% de musulmans et 40% de chrétiens et d'hindous. Donc c'est une société multiconfessionnelle et multiculturelle. Et il y a notamment aussi les Malais, les Malaisiens d'origine indienne et chinoise. Donc c'est une société plurielle. Et moi je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous avez été chef d'État de la Malaisie pendant 23 ans. Comment avez-vous fait pour créer un sentiment d'appartenance pour l'ensemble des citoyens, et notamment les citoyens qui ne sont pas musulmans, dans la mesure où la Malaisie est un État qui se revendique de l'islam, où l'islam est la religion officielle, etc. Il m'a dit, c'est très simple. J'ai mis en avant les principes de l'islam et du Coran. L'islam et le Coran nous invitent à accorder l'ensemble des droits à ceux qui ne sont pas musulmans. À l'instar de ce que nous enseigne par exemple le pacte de Médine, qui a été évoqué par l'imam Abdallah précédemment. Et donc, au nom même de l'islam, j'ai fait la promotion de l'égalité citoyenne. L'autre élément, et ça c'est quelque chose qu'on devrait retenir ici en France et partout dans le monde, il m'a dit, j'ai considéré qu'il était important pour n'importe quel citoyen malaisien, quelle que soit sa religion, de lui accorder une vie décente sur le plan économique, de lui accorder ses droits, qu'il soit respecté dans sa dignité, qu'il puisse accéder à la santé, à l'éducation, au monde du travail. Et il a dit, en lui accordant cette vie décente, automatiquement chez lui, ça entraînera une adhésion à la nation, à la citoyenneté commune et un amour pour la patrie, une forme de patriotisme. Et donc ça c'est quelque chose d'important. Plutôt que stigmatiser une minorité,
il faut lui accorder ses droits et lui montrer à quel point elle fait partie de l'ensemble et de la communauté nationale. Il faut faire en sorte que les membres de cette minorité, religieuse ou ethnique, puissent avoir une vie digne sur le plan économique et social. Et par ce biais-là, forcément, on favorisera un sentiment d'appartenance à une communauté nationale, plurielle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que moi, dans mes travaux, et je suis en train d'écrire un livre sur ces questions, j'utilise une notion qui est celle de communauté de destin. Nous sommes tous des citoyens français, et il y a aussi des gens qui vivent en France, mais qui ne sont pas français, qui peuvent être immigrés, mais qui payent des impôts et qui parfois sont ici depuis 30 ans, depuis 40 ans, et participent aussi à la vie de la cité. Entre tous les habitants de ce pays, il est important d'avoir ce socle commun pour pouvoir justement avoir cet agir commun. Et la communauté de destin, en termes philosophiques, c'est important, c'est de dire que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois juif, que tu sois chrétien ou autre, on partage ce pays. L'avenir de nos enfants dans ce pays, il nous est commun. Demain, nos enfants, ils fréquenteront les mêmes écoles, ils vivront dans la même société, ils fréquenteront les mêmes entreprises, les mêmes universités, ils iront dans les mêmes hôpitaux. Et quelle société on va leur laisser? Est-ce qu'on veut leur laisser une société en proie à la guerre civile et au racisme? Une société en crise économique? Non. On veut une société avec une prospérité économique, pour que mon fils trouve du travail, pour qu'on ait des universités de qualité, pour qu'on ait un service public de qualité. On veut une société avec de la sécurité, de la stabilité, pour qu'ils puissent vivre en paix, en harmonie. Et donc, toute l'idée de la communauté de destin, c'est on a un destin commun, on a un avenir commun, alors à nous d'agir ensemble pour pouvoir laisser à nos enfants une société sereine et une société stable. J'en suis où au niveau du temps? J'ai encore du temps? D'accord. Parce que souvent je dépasse et je ne m'en rends pas compte. Encore 10 minutes, très bien. Donc voilà, vous voyez ce sens de la participation. L'autre élément, c'est quand on agit dans des causes communes, lorsqu'il y a un agir commun, ça crée des liens sur le plan humain. Parce qu'on peut parler de vivre ensemble, théoriquement, de réfléchir au cadre, comme je le fais là. Mais sur le plan pratique, à un moment donné, les choses se font très souvent par le lien. Et lorsqu'on agit ensemble dans des projets communs, dans la construction de l'avenir de notre société, dans des choses très concrètes au niveau local, hein, dans un quartier, ça crée du lien social. Et aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup qui parlent de ça en France. Il y a une vraie crise du lien social. C'est-à-dire que les gens ne se parlent plus, ne se côtoient plus, par rapport à il y a encore quelques décennies. Et donc, des initiatives très simples, par exemple des repas de quartier, c'est quelque chose de positif. Des repas de quartier, la création de maisons de la fraternité. Le sport est un élément qui favorise le vivre ensemble. Tous ceux qui ont pratiqué un sport, le football ou autre, ont pu côtoyer des gens de différentes convictions, de différents horizons, de différentes religions. Et ces espaces-là, ils ont créé de l'amitié, ils ont créé de la fraternité, ils ont créé même à travers le sport un sentiment d'appartenance commun à une équipe, un intérêt commun dans le fait qu'on veut gagner ensemble et qu'on doit être ensemble pour gagner, un esprit d'équipe. Donc le sport, c'est un vecteur de vivre ensemble et c'est un élément de l'agir commun. Parce que la question des valeurs communes, c'est une chose, mais il y a aussi les intérêts communs. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la communauté de destin, c'est un élément qui concerne les intérêts communs. C'est-à-dire quand je dis que je veux que la société française soit prospère économiquement, c'est pour mon intérêt à moi, c'est pour celui de mes enfants. Et c'est pour votre intérêt à vous et l'avenir de vos enfants. On a des intérêts communs. J'ai participé au mois de septembre à un grand congrès à New York où on abordait aussi ces questions de dialogue interreligieux, etc. Et il y avait un haut responsable de l'ONU qui est intervenu, et il a dit, sur le plan national comme international, un des vecteurs du vivre ensemble et de la paix sociale, c'est le business. Lorsqu'on fait des affaires ensemble, lorsqu'on fait du commerce ensemble, on crée des intérêts mutuels, et forcément ces intérêts-là, ils vont prévenir d'éventuels conflits, d'éventuelles tensions. Ils permettent de promouvoir un mieux vivre ensemble et de pacifier les relations humaines. Je discutais une fois avec un intellectuel au Koweït, et je lui disais comment ça se fait qu'au Koweït, il y a une aussi bonne cohabitation entre les sunnites et les chiites, alors que juste à côté, à quelques kilomètres, il y a une frontière en Irak, ils s'entretuent. Et il m'a dit, il y a plusieurs éléments à ça, mais un des éléments,
c'est que chiites comme sunnites profitent des avantages du système économique koweïtien. Donc il y a des intérêts communs. Chacun a intérêt que la société reste stable, unie et qu'il y ait une cohésion sociale. Et c'est pareil pour nous. Si demain, on continue à promouvoir les tensions, à promouvoir l'islamophobie, à promouvoir une forme de choc des civilisations, version française, mais ça va détruire, ou ça va en tout cas aller à l'encontre de la cohésion sociale et de la paix sociale. Et c'est dans l'intérêt de personne. On voit, et on a des exemples dans l'histoire, même dans l'histoire récente, de jusqu'où peuvent aller les tensions communautaires. Et c'est quelque chose qui est souhaitable pour personne et souhaité par personne. Et vous verrez, je vais vous donner cet exemple-là. Tous ceux que vous voyez dans les médias aujourd'hui, qui constamment attaquent l'islam, les musulmans, ou en tout cas, au-delà de l'islam et des musulmans, font la promotion d'une forme de haine, de détestation ou de conflit. Demain, si vraiment il y avait un regain de tension en France et que ça allait très très loin, ils ne seraient plus là. Ces gens-là appartiennent très souvent à une classe économique aisée, ils partiront à l'étranger. Ceux qui subiront les conséquences directes de la haine dont ils ont fait la promotion pendant des années, c'est pas eux. Ça sera nous. Ça sera les citoyens de base, de tous les jours. Et donc c'est pour ça que le vivre ensemble, il est important parce que il lie finalement le destin de toute une population et d'un avenir. Et il faut savoir, et ça je vais conclure là-dessus, qu'actuellement dans le monde, cette préoccupation elle est centrale. Là je reviens d'un voyage en Jordanie, d'un programme qui s'appelle le Message d'Aman. Le Message d'Aman, il avait été lancé il y a quelques années, et justement il avait réuni des savants musulmans, et dans les points du Message d'Aman, la question de la promotion des valeurs humaines communes, du dialogue interreligieux, du dialogue des civilisations, c'est le cœur de ce projet-là. Il a été soutenu politiquement par de nombreux pays musulmans et par de nombreuses autorités religieuses musulmanes. On a énormément de choses qui se font au niveau du christianisme et du Vatican, on a énormément de projets qui se font, il y a des choses qui se font aussi au niveau de l'ONU, c'est quelque chose d'important. Mais moi je dis toujours deux choses. Le premier élément, c'est comment traduire cette réflexion théorique sur le vivre ensemble, la paix entre les communautés et les civilisations, à un niveau social concret, et au niveau de la base. C'est-à-dire, c'est très beau de réunir un prêtre, un rabbin et un imam pour discuter de paix et de vivre ensemble, mais comment on fait pour qu'il y ait cette interaction et cette réalité au niveau des communautés de base? Et donc ça, c'est une réflexion qu'il est importante de faire, et il y a des groupes qui le font. Moi, je vois à Strasbourg, par exemple, il y a une association interreligieuse qui organise chaque mois alors ils appellent ça, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est-à-dire c'est un repas dialogue où ils invitent les habitants du quartier à partager un repas et à échanger. Donc ça, c'est des initiatives positives. Et je pense que de toute façon, au-delà des leaders, le vivre ensemble, il se fait naturellement. Par le sport, par le monde du travail. Je veux dire, chacun ici, dans son expérience individuelle, dans sa scolarité, dans sa vie professionnelle, il a des exemples de liens d'amitié qu'il a créés avec quelqu'un d'une origine différente, d'une religion différente, de gens qui s'invitent les uns les autres. Ça existe. Et donc je pense que par la force des choses, la réalité de terrain, la force de la vie pourra l'emporter, si chacun y donne du sien, c'est aussi une responsabilité collective, l'emporter sur ceux qui essayent de nous amener vers des terrains glissants de haine et de détestation mutuelle. Et dans l'islam, pour nous, c'est quelque chose d'important. Quelque chose d'important de nous dire qu'en tant que musulmans, on ne doit pas simplement se soucier du bien-être de notre communauté, mais on doit se soucier du bien-être de l'ensemble de l'humanité. Et a fortiori pour nous qui sommes en France, de l'ensemble de notre société et de la communauté nationale. Et c'est pour ça que je répète souvent qu'en tant que musulmans, on doit être une valeur ajoutée pour toute la société et on doit essayer d'être une contribution musulmane à l'intérêt général et au bien commun. En tant que musulman, à mon niveau, je dois essayer d'agir pour le bien de toute la société. On a une tradition prophétique qui est très intéressante. Un hadith qui nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. En français, n'a pas atteint la plénitude de la foi celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même.
Et on a des grands savants musulmans dans l'histoire, comme l'imam Nawawi, qui nous ont dit que le frère dans ce hadith, dans cette parole, la fraternité, c'est pas le frère en islam ou uniquement la fraternité de la foi, mais c'est la fraternité en humanité. C'est-à-dire pour n'importe quel être humain, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, je dois vouloir pour lui ce que je veux pour moi-même. Et vouloir pour lui ce que je veux pour moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'enseignement? Si je veux pour moi le bien, je dois vouloir pour lui le bien. Si je veux pour moi la justice et la liberté, je dois vouloir pour lui la justice et la liberté, et je dois me battre pour qu'il puisse avoir accès à la justice et à la liberté. Si je veux avoir une vie digne, avoir un logement décent, avoir accès à l'éducation, à la santé, ben je dois aussi me battre pour que lui puisse y avoir accès. Et cette base philosophique permet de construire une société plurielle, plus juste, plus équitable, avec un meilleur vivre ensemble. Et on a des initiatives qui se font, et je vais conclure par là. Ça fait 2 fois que je dis que je conclue. C'est pas une stratégie, hein, c'est juste qu'il y a des idées qui me viennent à chaque fois. Vous avez beaucoup de mosquées en France et d'associations musulmanes qui, depuis des années, organisent des journées de don du sang. Et ça se fait ailleurs aussi. J'ai fait une conférence au Centre islamique de Québec, au Canada, et pareil, chaque année, ils organisent ça. Et pourquoi c'est très important? Au-delà du fait de donner son sang. Parce que quand on donne son sang, en collaboration avec les organismes compétents, c'est quoi le message derrière? Moi, musulman, au nom de ma foi et de mes convictions, je donne mon sang. Eh bien, c'est une contribution musulmane à l'intérêt général. Pourquoi? Parce que quand je donne mon sang, il va aller à qui? À une personne en souffrance, à un malade. Et le malade, je ne cherche pas à savoir s'il est musulman, s'il est chrétien, s'il est athée. Non, il est juste une personne qui a besoin de moi. Et autant que faire se peut, je vais essayer de lui apporter mon aide. Ça, c'est quelque chose d'important. Le Centre islamique de Québec, lorsqu'il y a eu des inondations à Montréal, ils ont contribué de manière active. Des gens ont donné de leur temps et de leur argent pour aider les victimes, sans chercher à savoir quelles étaient leurs convictions ou leurs appartenances. Et ça, c'est quelque chose d'important. Les mosquées organisent aussi beaucoup des journées portes ouvertes. Et ça, c'est à multiplier. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, l'anthropologie humaine fait qu'on fait tous des amalgames. Les musulmans font des amalgames sur les autres font des amalgames sur les musulmans. C'est humain. J'ai dit qu'il fallait faire un travail sur soi pour lutter contre ces amalgames, que le dialogue et l'entreconnaissance permettent de lutter contre ça, mais il existe toujours des amalgames et des préjugés. Et justement, pour certains non-musulmans, leur première rencontre avec l'islam, c'est lors de ces portes ouvertes, avec la mosquée. Et pour eux, la mosquée, dans leur conscience ou leur inconscient, la mosquée, c'est vraiment la vitrine de l'islam et des musulmans. À tort ou à raison. Ils l'identifient à l'islam et aux musulmans. Et lorsqu'ils vont visiter cette mosquée, qu'ils reçoivent un accueil de qualité, qu'ils voient des gens qui sont finalement des gens comme eux, avec énormément de points communs, avec les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations, avec un sens de l'humour, et que cette rencontre-là est fructueuse, et bien forcément, ça pourra bouleverser leur rapport à l'altérité. Et donc c'est pour ça qu'il faut multiplier les espaces de rencontres interconvictionnels, interreligieux, interculturels, et que tout à chacun ne minimise pas le pouvoir qu'il peut avoir sur le cours des choses. Chacun d'entre vous, quelle que soit votre religion, quel que soit votre statut social, vous pouvez avoir un impact au niveau local, dans votre vie quotidienne, sur cette question de la pacification des relations humaines et du vivre ensemble. Et l'addition de nos efforts individuels permettra, Inch'Allah, si Dieu le veut, de promouvoir une société meilleure, une société plus juste, un mieux vivre ensemble, et de faire taire tous ceux qui essayent de nous amener vers un choc des civilisations, vers des détestations mutuelles et vers une société en crise. Je vous remercie.